On voit des jeunes qui, j'utilise souvent ce mot-là, papillonnent un peu, c'est-à-dire qu'ils passent d'un job à l'autre, sans prendre le temps d'essayer de construire une carrière. Comment vous voyez l'alternance comme une opportunité pour le développement de l'enseignement supérieur sur notre continent? Pour l'Afrique, c'est un modèle qui s'adapte parfaitement parce qu'il est très concret. En fait, il permet d'apprendre en faisant, d'apprendre en étant déjà dans une position d'employé et dans une position peut-être de manager. C'est un vrai outil pédagogique. On pourrait imaginer que l'IA remplace les écoles de management. Moi, j'y crois pas une seconde. Ouais. À un moment, après le Covid, on s'est dit il y aura plus de cours sur les campus et tout se fera en digital et en visio. C'est pas le cas. Aujourd'hui, 90% des cours à Kedge, ils sont en présentiel sur nos campus. Parce qu'il y a besoin d'interaction. Parce que les jeunes ont besoin de se connaître, ils ont besoin de se voir, ils ont besoin de bosser ensemble, ils ont besoin de créer des projets ensemble. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans BEM On Air, le podcast qui met la lumière sur des parcours inspirants, des figures de leadership et des dialogues sur les enjeux contemporains. Et pour ce nouvel épisode, nous avons le plaisir de recevoir Alexandre de Navaille, le directeur général de Kedge Business School et pas que. Il a récemment repris la présidence de Ecricom. Nous y reviendrons un peu plus tard dans ce podcast. Avec lui, nous allons parler leadership, Business School, bien évidemment, le système et l'avenir, surtout avec cette nouvelle ère de l'IA, l'intelligence artificielle. Comment ces écoles de management s'adaptent-elles? Les différentes accréditations, les partenariats stratégiques à l'international, notamment avec l'Afrique qui positionne cette école, Kedge Business School, dans le top 1%. Alors, installez-vous bien confortablement. BEM On Air, ça commence tout de suite. Bonjour encore, monsieur Alexandre de Navaille, enchanté. Bonjour Marion, ravi d'être là. C'est un réel plaisir en tout cas de vous recevoir. Je l'ai dit tantôt dans l'introduction, ce podcast met en lumière des parcours inspirants et c'est votre cas. Votre parcours professionnel est assez atypique et rien ne vous prédestinait forcément au monde de l'enseignement supérieur. Alors, pouvez-vous nous raconter en quelques mots votre parcours et ce qui a conduit aujourd'hui à consacrer votre carrière à l'enseignement supérieur? Alors, je ne sais pas si mon parcours est inspirant, j'espère que ce sera le cas pour certains qui écoutent ce podcast. J'ai commencé ma carrière à Londres, j'ai eu la chance d'intégrer un groupe international qui s'appelle Hertz, le loueur de voitures américain, dont le siège européen était basé à Londres. Et après mes études à Dauphine, où j'ai fait des études de finance, j'ai commencé par un stage, et puis je suis resté dans l'environnement de Hertz pendant 3 ans à Londres. Ensuite, j'ai rejoint la filiale française où j'étais directeur du contrôle de gestion, et puis après de l'audit. J'ai été rattrapé par Londres. Le président de Hertz International m'a demandé de revenir pour m'occuper du pricing et du yield management. Donc, je définissais toute la politique de prix de toutes les filiales en Europe et puis nos partenaires au Moyen-Orient et en Afrique. J'ai fait ça 3 ans, c'était passionnant. Je suis devenu directeur financier de l'Europe du Nord pour commencer, et puis ensuite de l'Europe, toujours pour ce groupe Hertz. Et puis, j'ai été nommé directeur général et président de la filiale française, qui est la deuxième plus grosse filiale après les US. On achetait, je sais pas, 50 000 voitures par an, par exemple, pour vous donner un peu une idée de ce que ça pouvait représenter. C'était un métier génial, très passionnant, très opérationnel, avec beaucoup d'humains. Et puis, voilà, après avoir passé 23 ans dans ce groupe, un chasseur de tête m'a appelé un jour en me disant Alexandre, j'ai un job pour toi. C'est quelqu'un que je connaissais, à qui j'avais déjà refusé 1 ou 2 opportunités. Mais j'ai un job pour toi, celui-là, tu ne pourras pas le refuser. Et quand il m'a décrit ce que c'était, m'occuper d'une école de management, m'occuper de la formation des jeunes, de l'avenir de ces jeunes qui sont ou qui deviendront les leaders de demain. J'ai trouvé que la mission était géniale. J'avais 45 ans à l'époque. Et donc, c'était le bon moment pour basculer et faire autre chose. Et puis, surtout, redonner un peu de ce que j'ai appris et de l'expérience que j'ai acquise tout au long des années. Et donc, c'est dans cette idée-là, en fait, que j'ai rejoint Kedge il y a maintenant près de 6 ans. D'accord, donc c'est une opportunité tout simplement qui vous a... Une opportunité qui s'est présentée. Et celle-là, je l'ai saisie. Voilà. Dans une carrière, souvent, on se fait appeler, on est chassé, et puis on dit oui, on dit non. Et celle-là, j'ai dit oui. Votre parcours est marqué quand même par une construction dans le temps. Vous êtes resté longtemps à Hertz. Qu'est-ce que vous avez à dire à cette jeunesse qui a un peu de mal à rester dans la même entreprise et à s'inscrire finalement dans le temps? C'est vrai que c'est un énorme sujet. On le voit beaucoup en France, en Europe. J'imagine que c'est la même chose ici en Afrique. On voit des jeunes qui, j'utilise souvent ce mot-là, papillonnent un peu. C'est-à-dire qu'ils passent d'un job à l'autre sans prendre le temps d'essayer de construire une carrière. Alors, construire une carrière, ça paraît être un espèce d'objectif étrange, presque un gros mot en fait. Moi, j'ai adoré pouvoir travailler
pour la même cause, pour la même mission, avec des gens différents, dans le fond, parce que j'ai navigué entre Londres et Paris, avec tout un tas de patrons et de managers dans les filiales européennes, sur des jobs différents. Et dans le même groupe, en fait, j'ai changé de job tous les 3 ans. Et je pense c'est pas monotone, quoi. Mais non, c'est pas monotone. Et quand on rentre dans un grand groupe, en fait, c'est ce que ça permet. Quand on rentre dans une grande entreprise internationale, on peut faire plein de choses différentes. J'ai fait du contrôle-gestion, j'ai fait de l'audit, j'ai fait des achats, j'ai fait du pricing, du in-management, de la finance. J'étais patron. Voilà, j'ai fait tout un tas de choses très différentes qui sont passionnantes, qui m'ont construit certainement et que je garde très profondément ancré en moi. Après et aujourd'hui, vous êtes prêt à redonner également on se oui, poste au plus en fait, jeune. on se rend compte, passé un certain âge, je ne dis pas qu'on a fini sa carrière, parce que j'avais que 45 ans quand j'ai rejoint Caisse, encore j'ai un énorme bout à faire. Mais oui, on a envie de passer un peu le flambeau et de se dire, OK, qui va prendre la suite et cette suite, il faut la former et puis il faut lui donner l'envie, lui donner cette note et cette touche un peu business qui fera qu'elle bougera et qu'elle mènera le monde demain. Hein. On reviendra sur un conseil que vous auriez à donner plus tard à la jeunesse. Pour essayer de comprendre le système français, qui est un peu différent, vous présidez Ecricom, qui organise les concours d'entrée pour plusieurs grandes écoles de management françaises. Pouvez-vous expliquer simplement à nos auditeurs comment fonctionne ce système et ce qui le rend particulier ? Alors en France, les écoles de management sont toutes indépendantes, donc elles ne sont pas des entités des universités, comme ça peut être le cas par exemple aux US ou au UK. Et ça ressemble un petit peu à ce qu'on voit aujourd'hui en Afrique, donc des écoles de management qui se créent et qui sont souvent indépendantes. Donc nous, par exemple, on est une association privée non lucrative. Il y a 36 écoles de management qui comptent en France, qui sont accréditées par le ministère de l'Enseignement supérieur, dont les diplômes sont reconnus et valent des diplômes d'université. Et pour intégrer ces écoles, on peut les intégrer soit directement après le bac, donc sur des programmes de bachelor, qui sont des équivalents de licence. Ça peut être des bachelors en 3 ans, ça peut être des bachelors en 4 ans. Ça peut être des masters en 5 ans, après le bac. Et puis, il y a ce système qui est très particulier à la France, qui est la prépa et la grande école. Alors, ça n'existe nulle part ailleurs, mais les programmes grande école en France, donc c'est ce qui constitue le socle de ces 36 écoles de management, sont des programmes en 3 ans, avec 1 année de pré-master et 2 années de master, M1, M2. Et pour intégrer ces écoles, on peut passer par la prépa ou on peut passer par des admissions parallèles. Et la prépa, c'est 2 ans de préparation très intense d'un concours. Et le concours permet l'accès aux écoles. Donc il y a 2 concours qui existent en France. Il y a le concours Ecricom et le concours BCE. Voilà, c'est une autre banque de concours. Et en fait, les élèves des prépas passent ces concours et en fonction de leurs notes, ils ont un rang. Et en fonction de leur rang, ils sont admissibles dans des écoles. Et ensuite, ils choisissent dans laquelle ils vont entrer. Et Ecricom, en fait, organise ce concours. Donc, c'est l'organisation logistique, c'est le choix des sujets, c'est l'organisation des corrections, l'organisation des notes et l'organisation des rangs des étudiants qui ensuite choisiront les écoles dans lesquelles ils intégreront. D'accord, c'est très clair. Vous siégez également au sein du conseil d'administration de la conférence des directeurs et des écoles françaises de management, instance représentative des grandes écoles de management en France. Le modèle de l'alternance connaît aujourd'hui de profonds bouleversements en France, alors qu'il pourrait au contraire devenir un levier extrêmement puissant pour la formation et l'employabilité en Afrique. Comment, aujourd'hui, analysez-vous cette évolution et surtout, comment vous voyez l'alternance comme une opportunité pour le développement de l'enseignement supérieur sur notre continent ici? C'est un vrai sujet. En fait, l'alternance en France, il y a quelques années, c'était 300 400 000 alternants tous les ans. Et puis en 2018, il y a une réforme qui a permis aux étudiants de choisir leur avenir à travers en particulier l'alternance. Et aujourd'hui, il y a 1 million d'alternants en France. Toutes formations confondues. Donc, c'est des formations avant le bac, des formations post-bac et puis des formations de master. Et ces écoles de management, effectivement, qui sont regroupées au sein de la CDEFM, cette fameuse conférence dont je fais partie, c'est les 36 dont je parlais tout à l'heure. Parmi elles, toutes font plus ou moins de l'alternance. Il y a 25% de nos étudiants qui sont en alternance. Ce qui est beau avec ce modèle, je le connais bien parce que je préside la commission alternance pour la CDEFM. Ce qui est beau avec ce modèle, c'est 2 choses principales. La première, c'est un vrai outil pédagogique. En fait, l'étudiant passe 3 semaines dans une entreprise avec laquelle il a signé un contrat de travail, donc il est avant tout un employé de l'entreprise, et il passe 1 semaine en cours.
Et en fait, ils ramènent en salle de cours ce qu'il leur a appris pendant les 3 semaines dans l'entreprise. Sur Donc, le on a terrain. enrichi la pédagogie. Ça, c'est la première chose. Ouais. Et la deuxième chose qui est formidable avec ce système, c'est qu'en fait, l'alternance est financée. L'État finance tout ou partie des frais de scolarité d'un alternant. Quand je dis tout ou partie, quand c'est pas tout, Mhm. le reste est généralement financé par l'entreprise qui embauche l'alternant. Et ça veut dire que pour l'alternant, l'étudiant en alternance, Mhm. ses frais de scolarité sont intégralement pris en charge par l'État et l'entreprise pour laquelle il travaille. Ouais. C'est un modèle qui a fonctionné de façon extraordinaire ces dernières années, avec, je l'ai dit, une très forte augmentation du nombre de ces alternants. Mhm. L'État en France a un peu moins d'argent aujourd'hui. On est sous contrainte budgétaire. Et donc, il veut financer moins de cette alternance. Et donc, soit c'est l'entreprise qui finance plus, mais les entreprises aujourd'hui, dans un monde économique perturbé et complexe, c'est pas toujours simple. Ouais, c'est pas tout. Et donc, il y a un frein qui est en train d'être mis sur l'alternance. Il y aura moins d'étudiants sur les prochaines années. Mhm. Je crois que pour l'Afrique, c'est un modèle qui s'adapte parfaitement. Pourquoi ? Parce qu'il est très concret. En fait, il permet d'apprendre en faisant, d'apprendre en étant déjà dans une position d'employé et dans une position peut-être de manager, ou en tout cas de travailler dans une entreprise. Et ça s'adapte parfaitement, je crois, aux jeunes ici en Afrique. J'en ai parlé souvent avec Madické Diop, le président de BEM, qui mène cette idée avec et le patronat et le ministère de l'Enseignement supérieur ici, de mettre en place un système d'alternance au Sénégal, en Côte d'Ivoire également. Voilà, c'est un modèle qui n'existe pas encore et qui pourrait très facilement être répliqué ici. Exactement, la théorie qui rencontre la pratique. Exactement. Et ça aide. C'est vraiment learning by doing, c'est cette idée Exactement. d'apprendre mieux en faisant. En faisant. Pour parler maintenant de partenariats, des partenariats stratégiques, notamment avec l'Afrique, l'implication de Kedge en Afrique. Votre institution a développé depuis plus de 15 ans un partenariat stratégique avec BEM, Management School, aujourd'hui présent sur plusieurs campus. C'est un modèle assez unique pour une grande école de management française. Comment percevez-vous ce partenariat et quelle valeur apporte-t-il selon vous aux étudiants ? Alors peut-être avant d'en venir à BEM, un mot de Kedge à l'international. D'abord pour vous dire qu'on a en gros un tiers de nos étudiants en France qui sont internationaux, qui viennent de partout dans le monde. Un tiers, ouais. Donc beaucoup en Asie, de Chinois, d'Indiens. Ouais. Beaucoup de jeunes qui viennent d'Afrique, du Maghreb et d'Afrique subsaharienne. Donc ça enrichit beaucoup la communauté de Kedge. Il y a une ouverture d'esprit qui est assez extraordinaire. 50% de nos profs sont internationaux aussi. Et une conviction que l'on a, c'est qu'on doit aussi pouvoir faire valoir notre expertise en tant qu'institution d'enseignement supérieur et d'une certaine façon notre expérience sur des géographies où c'est peut-être un tout petit peu plus compliqué aujourd'hui de développer un enseignement supérieur. Pourquoi ? Parce que souvent les États n'ont pas les moyens, donc financent l'université mais n'arrivent pas à financer plus que les universités. Alors qu'il y a une explosion démographique des jeunes. C'était le cas en Chine il y a 20 ans, c'est le cas en Inde aujourd'hui. En Inde, ils ont 25 millions d'étudiants, ils vont en avoir 50 millions d'ici 2030. Oh. Et c'est le cas en Afrique subsaharienne, francophone. C'est à peu près dans les mêmes proportions. 20 millions d'étudiants aujourd'hui, il y en aura 40 millions de jeunes qui seront en âge de faire des études. Il n'y a pas assez d'institutions, il n'y a pas assez d'écoles. Et donc très vite, enfin il y a quelques temps maintenant, Kedge a eu la conviction, d'abord parce qu'elle a été approchée par Madické Diop, qui a créé une école à Dakar, qu'il fallait l'aider et qu'il fallait s'associer avec lui. Et donc oui, on s'est associé à BEM il y a maintenant plus de 15 ans, puisqu'on a aidé Madické à mettre en place BEM à Dakar. Ensuite, on a investi, il y a maintenant 10 ans, dans l'école. Donc on est partenaire académique, pédagogique, mais on est aussi partenaire financier de Madické Diop. Et puis au fur et à mesure du temps, les choses se développent. Donc après BEM Dakar, BEM Abidjan, dans lesquels nous sommes partenaires aussi. Puis aujourd'hui, Madické innove et déploie BEM ailleurs en Afrique, à Douala, à Brazza, il y a Conakry qui a ouvert récemment, et puis il y aura d'autres villes. Et on veut, nous, pouvoir participer à cet effort-là. Pouvoir participer à l'idée de former la jeunesse en Afrique, faire profiter cette jeunesse aussi du fait de pouvoir venir en France, étudier à Kedge, pouvoir après revenir. Et l'autre conviction que l'on a, c'est que nos étudiants français doivent connaître l'Afrique et doivent savoir comment ça fonctionne ici, comment faire du business ici et avec les Africains, avec les jeunes Sénégalais, avec les Ivoiriens, avec les Camerounais. Quand vous dites « doivent », c'est parce que la réalité économique du monde, c'est que c'est ici que ça se passera demain. Alors, l'Europe, t'arrives à maturité, c'est un beau marché, ça fonctionne bien, mais les croissances sont quand même assez limitées. Les US, c'est pareil. Alors, ça se développe beaucoup en Asie du Sud-Est, beaucoup en Inde.
Et l'Afrique, c'est un marché émergent qui n'attend qu'une chose, finalement, Mhm. c'est de pouvoir exploser économiquement, D'être pris en main, être pris en main, mais surtout se prendre en main se soi-même. prendre en main soi-même. Et moi, je suis absolument convaincu que les jeunes que l'on reçoit aujourd'hui dans notre école, qui ont entre 17 et 22 ans, 23 ans, eh ben, demain, c'est avec l'Afrique qu'ils feront du business. Parce que la croissance, elle se fera ici, parce que l'innovation, elle sera ici, parce que l'entrepreneuriat, c'est ici que ça se passe. Et donc, je veux que mes étudiants comprennent l'Afrique. Et donc, on a aussi un programme d'échange où les étudiants de Kiet viennent passer un semestre ici, des cours au business pour apprendre le business et comment on fait du business ici dans la sous-région. Puis ensuite, être immergé dans les conditions de travail dans une start-up, dans une ONG pour comprendre comment ça fonctionne. Super. Et quel rôle des écoles comme BEM Abidjan peuvent-elles jouer dans la formation du coup donc des leaders de demain? Je pense qu'il est essentiel ce rôle. En réalité, BEM a toutes les expertises, un corps académique de référence, des liens forts avec les entreprises, un réseau à travers le monde de partenaires académiques qui la démarquent de n'importe quelle autre école. En particulier ici à Abidjan, il y a un dynamisme qui est formidable. Il y a pas loin maintenant de 1000 étudiants à BEM Abidjan. Je veux dire, il y a 3 ans, ça a démarré. Enfin, il y a 4 ans, ça a démarré, après le Covid, quoi. Oui. Donc ça s'est développé à une vitesse incroyable. Les objectifs, c'est d'avoir rapidement pas loin de 2000 étudiants. Ce sont les meilleures formations qui existent en management. BEM, la marque BEM, c'est la plus belle marque pour une école de management en Afrique subsaharienne francophone. Voilà, 6 années de suite, ça a été numéro 1 du magazine Jeune Afrique. C'est une école de référence. Et je crois que c'est un choix assez évident, mais c'est exigeant, c'est sélectif. Et donc, il faut au lycée bosser, il faut se mettre au niveau. Il faut savoir à quoi s'attendre parce que c'est pas toujours simple. Et puis, il faut avoir l'envie surtout et l'ambition. Exactement, sélectif à juste titre. J'ai mentionné au début l'émergence de l'IA, l'intelligence artificielle. Et ça se pose, la question de l'avenir des écoles de management. Aujourd'hui, elles traversent de nombreuses transformations partout dans le monde. Quels sont, selon vous, les grands défis auxquels les business schools devront faire face en les 10 prochaines années, par exemple? C'est évident qu'il va falloir qu'on s'adapte. Et en fait, on est déjà en train de s'adapter. Après, que d'opportunités. On pourrait imaginer que l'IA remplace les écoles de management. Moi, je n'y crois pas une seconde. Ouais. À un moment, après le Covid, on s'est dit il n'y aura plus de cours sur les campus et tout se fera en digital et en visio. Ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, 90% des cours à Kedge, ils sont en présentiel sur nos campus. Parce qu'il y a besoin d'interaction. Parce que les jeunes ont besoin de se connaître, ils ont besoin de se voir, ils ont besoin de bosser ensemble, ils ont besoin de créer des projets ensemble. Et c'est la vie, en fait. Dans une entreprise, c'est ce que vous faites. Est-ce qu'il y avait toujours cette option qui était restée à Kedge de 100% online? Non, il n'y a plus de 100% online du tout. Okay. On a quelques certificats qui existent, mais il n'y a pas de diplôme qui soit 100% online. Et en fait, nos diplômes étant accrédités, on doit contenir le volume d'heures online à 15% maximum. Donc non, il n'y a pas de 100% online à Kedge. Et en revanche, pour revenir à l'IA, moi, je vois que des opportunités. Alors déjà, les opportunités pour nous en tant qu'école, de mieux suivre nos étudiants, c'est-à-dire qu'avec un peu de data, on est capable de définir des parcours, de savoir qui ils sont, de mieux les orienter. Et même avant qu'ils ne deviennent nos étudiants, c'est de mieux segmenter nos prospects, par exemple. Et de mettre les ressources et les moyens là où on aura le plus d'impact. Après, la deuxième conviction que j'ai, c'est que dans une école de management, il faut que les étudiants comprennent que l'IA leur servira quoi qu'ils fassent. C'est-à-dire qu'on peut demain être un DRH, on peut être un directeur financier, on peut être un directeur de la logistique, on peut être un directeur marketing. On utilisera l'IA. C'est une espèce d'exosquelette qui rendra plus efficace le manager. Et en fait, on est en train de développer des compétences de manager augmenté finalement. Et la dernière conviction que j'ai, c'est que l'IA nécessite de repenser l'intelligence humaine. Il y a l'intelligence artificielle et puis il y a l'intelligence humaine. Comment j'interagis avec mes collègues, comment j'interagis avec mes camarades étudiants aujourd'hui, comment j'interagis avec mes managers demain, quel œil critique je peux avoir sur ce que l'IA me propose, comment je comprends ce que l'IA me propose, quelle compréhension du monde j'ai, au-delà de ce que l'IA peut dire et peut m'offrir comme facilité. Et donc, ça oblige à repenser certains de nos enseignements pour redonner une touche plus humaine à certains de ces enseignements. En effet, c'est une belle approche de voir donc l'IA comme un compagnon et pas comme une menace. Vous, par exemple, quel outil IA utilisez-vous au quotidien pour vos tâches? Alors, à Kedge, on a créé une plateforme qui s'appelle Métis, qui regroupe différentes IA
Alors, on parle ici d'IA générative, hein, puis on est en train de monter aussi des applications d'IA agentique. Et donc, on utilise du chat GPT, mais du Gemini et d'autres. Et en fait, on a sécurisé l'ensemble de ces IA dans une plateforme qui est accessible à tous nos profs, collaborateurs et étudiants, et qui permet de sécuriser la donnée. Donc, on reste dans un environnement catch, la donnée ne sort pas, ça la sécurise. Et puis surtout, c'est multi-applications. Et donc, finalement, on a le meilleur de tout le monde sur toutes les IA qu'on peut utiliser. Très intéressant. À quoi ressemblera, selon vous, une école de management idéale dans 20 ans? Moi, je pense que ce qui fera la différence entre une école d'aujourd'hui et une école de dans 20 ans, c'est pas tant l'IA, qui n'est qu'un outil finalement, que le fait d'apprendre autre chose que simplement les sciences du management. Et donc, on sera dans un monde interdisciplinaire où on pourra apprendre aussi bien de la logistique que de la data, que de la biologie, que de les sciences de l'environnement, que du droit, que de la science politique ou de la géopolitique. Et tout ça se percutera et fera un tout. Et je crois en l'hybridation des compétences et en l'hybridation des connaissances. Donc pour moi, la principale transformation, ça sera celle-là. Je pense qu'il y aura toujours des maîtres et des élèves. Je pense qu'il y aura toujours besoin d'apprendre de ses aînés, de ceux qui peut-être ont passé plus de temps à essayer de comprendre et à décrypter. Et qu'il y a beaucoup de choses que l'IA ne remplacera pas. L'IA ne remplacera pas le contact humain. L'IA ne remplacera pas l'approche d'un individu par rapport à l'autre, ne remplacera jamais les interactions et donc les sentiments, le feeling qu'on peut avoir à un instant T. Et tout ça, ça peut s'apprendre aussi. L'IA ne remplacera pas l'éducation, par exemple, le fait de savoir se comporter, de savoir réagir à un CEO qui pose une question, de savoir rentrer dans une salle de réunion en s'adressant de la bonne façon aux gens. Donc il y a beaucoup de choses que l'IA permettra, mais il y a beaucoup de choses qu'elle ne remplacera pas non plus. Donc je ne crois pas, par exemple, à cette idée que demain, il y a du tout IA et qu'il n'y a plus d'école de management. J'y crois pas une seconde. En fait, je crois que les écoles de management s'enrichiront, s'élargiront et élargiront le spectre des compétences et des connaissances et que ce sera fondamentalement intéressant en fait, de naviguer dans ce monde-là. Mais il y a un réel souci de surfer justement sur cette vague et ne pas... ceux qui ne font pas attention et qui se disent c'est pas pour moi, ils vont se planter, c'est sûr. Mais c'est des mots rassurants à entendre, surtout quand on se projette dans 20 ans, en regardant simplement ce qui se passait le mois passé ou il y a un an avec l'IA, on peut avoir peur, mais ce sont des mots rassurants que d'entendre. Regardez, il y a 25 ans, Internet apparaissait. C'est ça. Ça n'a rien remplacé, Internet. Ça a juste donné plus de facilité, plus de compétences, plus d'agilité. Ça a rendu les choses plus fluides, plus rapides. Mais ça ne remplace pas la réflexion humaine, ça ne remplace pas l'interaction. Donc voilà, moi je suis assez confiant dans ce sens-là. Puis, et c'est des mots vraiment... J'espère être là encore pour le voir dans 20 ans et ne pas me tromper. C'est bien ça, on espère également. Alors, notre podcast touche à sa fin. Je reviens également sur le conseil que vous pourriez donner à un étudiant africain qui rêve aujourd'hui d'une carrière internationale. Qu'est-ce que vous pourriez lui dire ? Moi, je lui donnerais 2-3 conseils. Le premier, c'est être extrêmement ouvert au monde. Élargir son champ. Ne pas penser que US, UK. Il y a plein de pays dans le monde. Évidemment, il y a la France, mais il y a d'autres pays en Europe, il y a des pays en Asie. Donc, c'est vraiment élargir le spectre de ce qu'il peut faire et de ce qui peut advenir demain. Je pense qu'il faut avoir beaucoup d'audace. Donc, il ne faut pas avoir peur. Il faut avoir confiance en soi et puis avoir de l'ambition quand on est jeune. Et surtout, ne pas craindre de se tromper. Il faut se tromper, en fait, dans la vie. Et c'est plus facile de se tromper quand on est jeune, quand on n'est pas encore marié, qu'on n'a pas encore acheté de maison, qu'on n'a pas encore d'enfant. Et que finalement, on ne prend pas de risques financiers, outre mesure. Donc, il faut tenter, quitte à se tromper. Et puis enfin, je terminerai sur peut-être une note un peu plus personnelle. Moi, j'ai recruté plein de gens dans ma vie. Et j'ai toujours préféré les personnes qui sont très authentiques. Qu'est-ce que vous appelez authentique ? Dont on sent que ce qu'elle nous raconte n'est pas travaillé, surjoué, et qu'il y a du fond et qu'il y a de l'envie. Voilà, et moi je pense que c'est très important de savoir rester qui on est, de savoir faire valoir sa personnalité. On peut avoir des personnalités très différentes d'autres, c'est pas grave. Il y en a pour tout le monde, et il en faut pour tout le monde. Donc sachez rester authentique. Donc ouverture d'esprit, élargissez le scope. 2, beaucoup d'audace et d'ambition. Et 3, restez authentique. Merci beaucoup, monsieur Denaveil, pour cet échange aussi riche qu'inspirant. J'étais ravi. Merci à vous qui nous avez suivis. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à la partager. On se retrouve très bientôt avec un nouvel invité sur BEM On Air. À très vite.